Tu te souviens? Je t'avais dit que je partirais dans le Jura, sur la piste de Jean-Marc Landry. C'est parti. On y va avec Maxime à la caméra. Lundi 26 juillet, un peu plus de 12h30, début du col du Marché-Rue, grand soleil. Après la peur de s'être trompé de point de rendez-vous, on se rencontre. Jean-Marc Landry arrive en duster blanc. On avait parié qu'il aurait un duster. Il en sort. Maxime et moi, on est près de Iris, ma Logan Break. On se salue. Mes premières impressions sur lui? Calme d'apparence, agité à l'intérieur, regard profond. Il nous invite à le suivre. On ignore tout des lieux et des personnes qu'on va rencontrer. Il avait prévenu. Adaptation et flexibilité. 2 choses essentielles si vous venez avec moi. On arrive à la ferme de Gérard. Jean-Marc ne nous présente pas. Il commence directement à parler de ce qui les préoccupe. Les attaques d'oursons, leurs patous, sur des vététistes. Je me sens un peu comme quand on est invité à une fête mais qu'on ignore encore si sa présence est souhaitée. On demande timidement si on peut enregistrer, ils disent oui. Le travail de Jean-Marc passe par la rencontre, l'écoute, l'exploration, l'observation, l'analyse. C'est un travail qui alterne des moments de solitude humaine et des moments en interaction pour informer, prévenir, conseiller, interroger. Je vais te vendre un smartphone. Puis ce qui est bien, c'est que à eux deux, si tu veux, ils occupent le milieu. Moi, je suis beaucoup à cheval aussi, partout, et il faut prendre la place du loup, quoi. Il faut. Et puis 10 jours après la photo, le film, là, eh ben, il y avait une chèvre au tapis, et puis voilà, quoi. Et là, si lui, il avait eu l'info, moi, je n'ai pas pensé à lui. Non, eh ben, qu'est-ce que on peut imaginer qu'il aurait fait autre chose. Le problème, c'est pas. Le problème, c'est le préfet. Je te rappelle qu'on a sûr. créé le réseau là, puis que le préfet bloque tout. Le préfet bloque. Alors ça a changé maintenant. Il faudrait qu'on la voie. C'est une préfète. Donc elle a informé les Suisses de l'attaque à Château-Blanc. Les 2 attaques. Oui. Donc on a reçu l'information officiellement. On est conviés à déjeuner. Avec Gérard, Manon et Guillaume, bergères et bergers dans cet alpage depuis plusieurs années, et Rémi, un éleveur qui vit plus bas. Le sujet qui anime les échanges? Les récentes attaques de loups sur des veaux. 3 veaux sont morts. 2 ont été tués par des loups. Quant au 3e, personne ne sait de quoi il est mort. Cette année, on a eu 2 loups qui jouent à proximité du bétail. Ben ouais. 2 loups de subadultes. Au début, on ne comprend pas tout à leur discussion. Il et elle utilisent beaucoup d'acronymes. Cora, DGE, OFB, anciennement ONCFS. Derrière chacune de ces lettres, une langue nouvelle se présente à nous. Ça demande pas mal d'efforts pour comprendre. Il et elle répondent à nos questions. Les zones d'ombre se dissipent. Mais après, garder, oui, je l'ai fait. Et ça me plaît, mais pas que. Voilà, je peux pas faire que de garder les animaux. Mais ouais, c'est intéressant. Mais du coup, voilà, dans le 04... Et puis, du coup, côté suisse et côté français, il y a des vraies différences Ah bah oui. au niveau De l'organisation. Les Français. Il se lave tous les matins, tu vois. Regarde comme il est propre sur lui, comme je suis dégueulasse. Et en plus, on a de l'eau à boire à midi au dîner. Il y a de l'huile. C'est où qu'il y en a? Mais d'habitude, en fait, en France, c'est les invités qui amènent le vin, mais en Suisse, ils ne le servent pas. Mais nous, on amène des cerises. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Ouais, on n'a pas de bon vin. Tu vois, il y a plein de différences. Ça, c'est un affront d'apporter du vin différences. français. Un Suisse qui apporte du vin français, ça se fait pas. Ourson! Ourson! Tu as fini? Et alors? Tu files au brebis? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Ourson, tu files. En fait, c'est quand t'es sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bon, il a pas fait. Alors là, Qu'est-ce c'est. que tu as fait? Il a pas fait. Ça va pas, non? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, là, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Je dis! J'arrête. C'est non! Tu entends? Un événement surprise interrompt brièvement le repas. Après le repas, on part sur l'alpage voisin, celui de Rachel et Philippot qui ont un troupeau de bovins.
Guillaume dit que Filippo a lu un article sur Jean-Marc où des propos erronés apparaissent. Jean-Marc veut le voir. T'inquiète, non, elle y a... Filippo n'est pas là, mais on rencontre Rachel qui amène le dit journal. Avec Maxime, pendant qu'il et elles élucident l'affaire sur cet article, on partage un moment avec les vaches et les chevaux. On peut les approcher, les caresser. Pas d'injonction à tenir une distanciation sociale avec les animaux non humains. On va la laisser. On va la laisser, ouais. Mais c'était joli, ça me déconne. Ça, c'est making of, ça. Voilà. Alors la Riante, Mais là, c'est c'est plus naturel ici. Enfin, Oui, bon, mais- t'as la lande au côté. Là, je suis sûr qu'il peut traverser comme il veut. Oui, T'as mais raison. là, il vient Mais- chez toi. Et puis, Tout non, mais il y a l'action c'est- du c'est- patou. c'est- Après. Bah oui, On mais sait l'action que du l'année patou, dernière, elle, c'est- le piège photo de David sous le Cré-Gélin, là, il a flashé tant qu'il a pu, quoi. Enfin, il y a eu l'épaule, mais il y a eu aussi plusieurs autres fois. Bon, et puis maintenant cette année, on a encore dans cette forêt-là crotte et pied. Bon. Moi, j'aurais bien envie d'essayer de le capturer quelque part par là. Ouais, tu peux essayer. Voilà l'idée. Bon. Vers le taureau et les vaches qui ont des veaux un peu plus âgés, 3, 4, 5 mois, donc encore quand même très maternels. Il va plus là-bas encore, c'est ça? Parce que là, encore on prend. Tu vas voir qu'il va nous couper du bois mort attaché, ce qui est une... voilà, bois mort attaché, il coupe, alors que les Danois ont publié il y a 15 ans tout l'intérêt du bois mort attaché. Regarde, ce chèvrefeuille qui lui avait rien fait du tout. Je déteste la forêt. Je déteste cette verdure. Je veux du béton. Ah. Le bois mort attaché, en fait, on s'aperçoit que c'est un compartiment écologique à part entière, où tu as des lichens particuliers, des mousses particulières et des insectes particuliers, colonisateurs. Voilà, quoi. Comme par hasard, c'est une race croisée viande et puis elle est quand même plus sympa. Ouais, ça proche, c'est sympa. Des biches, c'est fou ça. Devant la ferme, Manon est allongée près d'un feu, fatiguée par la journée. La nuit est tombée, les étoiles deviennent visibles. J'ai sommeil. Mais elles, eux, ont l'énergie de continuer à échanger sur ce qui les relie dans leur pratique quotidienne. Je me surprends à penser que c'est bien plus qu'un métier, que c'est une manière de vivre et d'être au monde. Que sans ces personnes si attentives aux vivants, notre alimentation serait bien différente et l'écosystème connaîtrait un autre équilibre. Ce sont des travailleurs et des travailleuses de l'ombre, essentiels à la survie de l'espèce humaine. Enfin, le moment d'aller dormir. Dans une pièce, une sorte de lit 5 places. À ma droite, Maxime. À ma gauche, Gérard, Manon, puis Guillaume. C'est une fois la tête posée sur l'oreiller que Gérard me demande qui on est et ce qu'on fait là. Ça me fait sourire. Après une journée de partage et de générosité immense, il questionne. Je réponds que je travaille pour la compagnie de théâtre Hurlerie, qu'on crée un spectacle sur la cohabitation entre les loups et le milieu pastoral, et que c'est pour l'écriture de cette pièce qu'on vient suivre le travail de Jean-Marc, spécialiste de cette question. Mardi 27 juillet. Ça tourne pour moi, ça tourne chez toi. Ça tourne au son. Ça tourne ici. Un petit flap. Et c'est bon. Ben, je m'appelle Gérard Vionnet et je suis berger paysan
Depuis maintenant bientôt 35 ans, j'ai fait toutes les saisons d'estive, tous les étés pratiquement, avec un troupeau dans le Jura ou ailleurs. Le métier de berger, c'est plutôt d'accompagner les êtres vivants non humains, oui, domestiqués par l'homme et qui vivent dans sa proximité pour son bénéfice propre, dans des conditions qui vont les différencier de l'élevage et qui vont donc différencier le berger de l'agriculteur au sens courant, et au sens du fermier qui est sédentaire et qui est fixé à un espace. Et pour moi, la notion de berger, elle est surtout liée forcément à la notion de pastoralisme. Le pastoralisme étant l'exploitation des ressources pour les animaux domestiques de l'homme, mais en intervenant très très peu sur le milieu et en suivant la ressource mise à disposition par les écosystèmes. Je vis dans une ferme en pleine nature, mais proche du réseau urbain ou du réseau villageois. Moi, ce qui va déterminer en quelque sorte mon positionnement par rapport à la vie, eh bien, ça va être une certaine fonctionnalité, une certaine cohérence, une certaine soumission, un certain respect des règles, des lois en fait, qui sont en quelque sorte immuables et qui font les rapports entre les êtres vivants et leur milieu. Et voilà, ce qui me guide, c'est d'arriver à me positionner là-dedans sans prendre en tant qu'homme, homo sapiens, une place qui va complètement perturber, ou on va dire bouleverser, parce que perturber, il y a peut-être une connotation péjorative, ou qui va trop modifier, dans un sens quel qu'il soit, sans porter de jugement de valeur, les rapports entre tous les autres êtres vivants et le milieu non vivant qui les entoure. Jean-Marc et Gérard reprennent leur discussion de la veille là où ils l'avaient laissée. Le même sujet revient, les attaques sur les veaux. Je sens l'inquiétude de Gérard qui a besoin de comprendre et de voir à nouveau précisément sur une carte où elles ont eu lieu. Il écrit ce qu'il s'est passé sur un carnet. Comme un inspecteur, il note les indices, il tente d'intégrer davantage la nouvelle qui bouleverse son quotidien. Les attaques sur les veaux, c'est nouveau ici. Comment réagir ? Quoi mettre en place pour protéger ces animaux au mieux, au plus tôt, et éviter de perdre un veau ? Je comprends que perdre un veau, ce n'est pas seulement perdre de l'argent. Perdre un veau, c'est perdre un animal qu'il aime, à qui il a donné un nom, qu'il regarde grandir, avec qui il est en relation. Jean-Marc est dans l'empathie. Il écoute attentivement, répond aux questions avec sincérité. Il mentionne quand il ne sait pas et questionne Gérard à son tour. Ils ont des connaissances complémentaires. Je suis admirative de voir à quel point le dialogue est fluide, constructif, malgré les émotions qui sont suscitées. La colère, la peur, le doute. Ils ne se laissent pas déborder par elles. Elles sont là, ils les voient et agissent de manière raisonnée. On quitte ce lieu plein de gratitude. On suit Jean-Marc jusqu'à un parking où nous laissons la break pour monter dans son Duster, car la route se transforme en piste chaotique. Il nous explique qu'on va aller rencontrer des bergers et des bergères, prendre des nouvelles d'elles et d'eux et de leurs animaux. Il faut avoir l'honnêteté de dire « je sais pas ». Ouais. Plus tu travailles sur le loup, plus tu réalises que tu as beaucoup de choses à apprendre, quoi. Quand j'ai commencé le projet Canovis, c'est-à-dire l'étude des interactions entre les loups, les troupeaux et la protection, notamment les chiens de protection, voilà, on pensait connaître beaucoup de choses. On pensait que la caméra ou le film de nuit allait confirmer ce qu'on savait. Puis en fait, on a découvert plein de nouveautés. Ça a ouvert plein de nouvelles recherches, plein de questionnements, si tu veux. Moi, je pars du principe que j'apporte de la connaissance, comme ici. Puis grâce à cette connaissance, on peut prendre des décisions. Il y a pas mal de publications scientifiques qui montrent que de tirer un loup au sein d'un groupe, c'est pas anodin. Ouais. Et que ça pourrait poser problème, ou que ça pose problème. Maintenant, il y a aussi d'autres études qui disent dans le court terme, c'est efficace. Mais
Je crois qu'il n'y a aucune étude qui montre que sur un moyen ou à long terme, c'est efficace, tu vois. Et puis tu peux avoir des facteurs confondants. Le fait que tu sois plusieurs jours autour d'un troupeau avec un fusil, Ouais. tu crées aussi une perturbation environnementale. Et parfois, ça suffit à ce que les loups partent sans forcément qu'il y ait de tir. Et il y a une étude en France qui montrait que le fait de donner une autorisation de tir, ça diminuait déjà les attaques. Tu vois. Parce qu'en fait, les gars, ils sont sur le terrain et puis on montrait que déjà ça, c'était efficace. Tu vois. Ah. Dans ce contexte ici, si tu tires la femelle, bah, nous, les expériences qu'on a sur les vidéos, c'est que la femelle a peur des bovins, puis la seule attaque qu'on a pu filmer, elle n'a pas participé à l'attaque parce qu'elle est plus la trouille. Donc si tu tires cette femelle, bah, c'est débile parce que tu n'as rien changé au problème. Sauf que tu as enlevé un loup qui ne posait pas problème, qui peut être remplacé par un loup, donc une autre louve, qui, elle, peut-être attaque les bovins. Et là, d'avoir une ou deux ou trois ou quatre ou cinq pertes par année, ben, tu arrives à 10, 15, 20 pertes par année, puis c'est le bordel, quoi. Donc, il faut faire attention. Puis, il y a d'autres cas, ben, quand tu tires un loup, ben, tu n'as plus de dommages, quoi. Ça baisse, c'est bon, parce que c'est calmé, tu vois. Et dans le tir de loup, toute la discussion est de savoir qu'est-ce qu'apprend le loup, en fait, tu vois. C'est une théorie en France comme en Suisse, c'est la réciprocité. C'est de dire que tu montres au loup que d'approcher les troupeaux, c'est dangereux. Puis c'est ce que Gérard aimerait faire, tu vois. Mais comment tu apprends ça? C'est toi, je veux dire, un chien, voilà, les chiens font pas peur au loup. Puis si tu tires un loup puis qu'il est mort, il faut déjà de dire, ben, les autres, est-ce qu'ils vont remarquer est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils comprennent ce que veut dire la mort, tu vois? Tu as d'autres scientifiques comme moi qui disent, mais comprenons ce qui se passe au niveau cognitif. Est-ce que le loup est capable d'apprentissage? Si oui, quel type d'apprentissage? Et puis comment est-ce qu'il est capable de transmettre une connaissance ou un apprentissage? Ce qu'on appelle l'apprentissage social. Tu vois? Pour l'instant, c'est la vengeance, quoi. C'est dire, nous, hommes, on maîtrise, on est chez nous ici. Et le loup, tu dégages. Tu vois? Et si tu regardes cet environnement ici, ben, pendant 7 mois, tu n'as personne. Tu as des randonneurs, mais tu n'as personne. Et au mois de juin, on arrive tous avec nos troupeaux et il y a des bêtes partout. Mais partout, partout, partout. Ici, c'est impressionnant. Et puis on dit, bah, toi, loup, tu n'as pas le droit de toucher ça. Mais je veux dire, le loup, c'est un loup, hein, c'est un prédateur. Donc le problème, ce n'est pas le loup. Le problème, c'est nous, comment on conçoit notre relation à l'environnement, tu vois. Sophie n'était pas prévenue du passage de Jean-Marc, encore moins de notre présence. Elle nous ouvre sa porte. Être filmée l'intimide, mais elle accepte d'être enregistrée. Alors, je m'appelle Sophie Cattier, j'habite à Arzier, je suis originaire de Belgique et je suis thérapeute en hiver et bergère en été. Pour moi, ce que j'aime le plus dans la nature, c'est la nature semi-sauvage comme on a ici, c'est-à-dire la nature qui est laissée à elle-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'intervention humaine, bien que même ici, en fait, tout est choisi par l'homme. Donc il y a peu d'engrais, les forêts sont coupées, entretenues, mais on laisse beaucoup les arbres pousser. On ne fait pas trop de sélection au niveau des plantes qui poussent. Peut-être que cohabiter, ça demande d'accepter que ça ne marchera pas toujours comme on veut, qu'on ne sera pas toujours les gagnants. Dans le contexte ici du loup et des alpages du Jura vaudois, cohabiter c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que justement la part sauvage elle est petite, la part laissée au sauvage elle est petite. Si je croisais un loup, je serais plus intéressé à l'écouter qu'à lui dire des choses. Ça m'intéresserait plus de savoir comment lui il voit les choses. Clairement. La complétude qu'elle trouve dans sa vie, bergère à la montagne et thérapeute à la ville, me fait penser à elle comme le symbole du yin et du yang. Elle cherche l'équilibre. On part ensuite vers un autre alpage. On y rencontre Olivier et Nathalie, un couple de bergers et bergères. De dire, ouais, mais c'est un bon réflexe de regarder maintenant, c'est ce que Jean-Luc t'avait dit, parce que nous on a besoin de génétique maintenant. C'est là que je repense aux échanges avec Gérard, à l'importance du point de vue. Des excréments peuvent paraître inutiles ou sujets tabous pour des individus. Pour Jean-Marc, c'est un élément essentiel de pistage et d'identification possible.
On redescend en voiture vers la réserve naturelle du Haut-Jura où on rencontre 2 gardes. On monte jusqu'au chalet d'alpage sur lequel Jean-Marc doit effectuer un diagnostic de vulnérabilité. Essoufflé, on arrive en haut. On rencontre une brebis égarée. Elle nous fait penser au tableau Un voyageur contemplant une mer de nuages. Toujours cette envie de surplomber et découvrir l'horizon où rien n'arrête le regard. Ça te fait quoi à toi ? Un des gardes me raconte la première fois qu'il a vu un loup. Il utilise les mots ravissement et peur. Reconvoquer ce souvenir le replonge instantanément dans un moment fort et puissant, un témoignage qui suspend le temps. On voit tout en nuances de gris, ce qui est chaud est blanc, ce qui est froid est noir. Ses lunettes rendent visible l'invisible. En revanche, son bruit ne passe pas inaperçu. Le brouillard de plus en plus épais met fin prématurément à l'observation. Mercredi 28 juillet. On part pour l'exploration de l'alpage qui va aider à établir le diagnostic de vulnérabilité. On appelle ça des boutis. Le sanglier, il a retourné le terrain. Après, la végétation a repoussé dessus, mais c'est une autre végétation. Tu vois. Et ça fait une perte herbagère. Parce que nous, on considère que c'est à nous, hein, bien sûr. Et toi, je posais la question à Gérard hier, à quoi ça correspondait, lui, sur son alpage. Il estimait à ce qu'une genisse mange sur la saison. Okay. Donc ça peut être important. Selon le nombre de sangliers, ça peut te faire des pertes quand même importantes. On marche, et plus on marche, plus on échange. J'ai toujours la sensation que la pensée se construit de manière plus libre et plus riche en marchant. Moi je suis jurassien, je suis né dans le Jura. Donc, depuis gamin, j'ai l'habitude de me balader quand il pleut, il y a du brouillard. Quand j'étais enfant, j'imaginais le loup, tu vois. C'est pour ça que je suis attaché à Jura. Ma relation au loup dans le Jura est très différente qu'ailleurs. Parce que chez moi, c'est mon terrain, même si je suis du côté français, je suis du côté suisse. On découvre davantage Jean-Marc. L'intime qu'il livre nous éclaire sur la personne qu'il est et la manière dont il vit son métier. Tu sens qu'il y a aussi des conflits entre des incompréhensions, tu vois, de manque de connaissance du monde de l'autre, tu vois. Tu as beaucoup de gens qui sont dans les bureaux, ils savent pas ce que c'est qu'un berger. Ils ont des croyances sur le berger, tu vois. Tu vois, vous êtes venu hier avec moi. Je me suis pas annoncé. Ouais, j'ai dit que j'arrivais, mais je n'ai pas dit que vous veniez. Tout le monde nous a accueillis, tout le monde est intéressé, tout le monde est ouvert. Ce monde des bergers, il est extraordinaire ici dans le Jura. Et quand tu es chez les éleveurs, tu tombes dans un milieu plus agricole, tu vois. Et puis tu as beaucoup d'éleveurs aussi. Ce que des bergers me disaient ça, qu'ils n'ont pas forcément choisi le métier d'éleveur, c'est qu'ils ont dû reprendre la ferme des parents, et puis tu te retrouves pris là-dedans, ou peut-être toi tu aurais voulu une autre vie, tu vois. Donc ça peut aussi créer des amertumes, et puis une vision de l'agriculture qui est peut-être différente que d'une personne qui a vraiment choisi ce métier, tu vois. On oublie que c'est aussi ces paysans qui nous nourrissent, tu vois, qui sont... Donc, nous, on a des décisions politiques pour leur donner de l'argent, pour dire, là, cette année, tu fais plutôt de la betterave, plutôt du maïs, puis on les pousse à la production. C'est ce qui s'est passé en France, tu vois. Les éleveurs se sont pris là-dedans, et puis il faut qu'ils gagnent leur vie aussi, tu vois. Donc, après, on vient gueuler sur eux parce qu'ils prennent des pesticides, des machins, mais je veux dire, c'est aussi tout le système qui veut ça, tu vois. Un humain qui doute, qui réfléchit, qui aime profondément le vivant, humain ou pas. Il a ce don pour parler d'un sujet particulier, puis le mettre en lien avec tous ceux à quoi il touche. Il est ce que Baptiste Morisot appelle un diplomate garou. Il cherche à comprendre les espèces avec lesquelles il interagit.
J'imagine que l'intérieur de sa tête ressemble à une galaxie qui met en lien de nombreux acteurs et actrices à la manière d'une araignée. Il tisse, il interconnecte, et il fait partie de ces êtres qui révèlent à quel point le monde est interdépendant. Le début d'après-midi, Jean-Marc le passe en majeure partie dans son duster à téléphoner. Il informe, prend des nouvelles, part en quête de réponses, essaie d'avancer sur l'enquête des veaux attaqués. Pendant ce temps, on explore le chalet d'alpage avec Maxime. Mon attention se pose sur les murs, le sol, le plafond marqué par le passage du temps, la moisissure, les fissures. J'y vois des cartes géographiques d'une époque géologique qui n'existe plus, ou pas encore. À l'étage, on visite les différentes pièces, certaines sans aucune source lumineuse. Je demande à Maxime de les filmer comme si on cherchait Ève. C'est le personnage principal dans notre pièce de théâtre, lécher ses plaies. C'est une louve. Elle quitte sa meute. Elle trouve refuge dans une bergerie. Peut-être sommes-nous sur ses traces. Dingue. 1, 2, 3 soleils. C'est fou. Fou. Un soleil en feu qui se couche sur les montagnes jurassiennes. Le spectacle est une carte postale animée. À chaque seconde, il sombre un peu plus pour offrir une autre manière de voir ce qu'il révèle. Les couleurs changent à toute vitesse. Moi, je cligne, en espérant me rappeler, retenir ce moment, cette photographie mentale. Jean-Marc raccroche enfin. Il nous raconte dans les grandes lignes l'objet de ces différentes communications téléphoniques. Entre autres, l'inquiétude pour un veau signalé disparu. Il nous livre que travailler avec une équipe plus importante en moyens humains et financiers permettrait de mieux travailler. Il manifeste aussi sa colère contre les politiques, les autorités qui communiquent mal ou ne font pas circuler certaines informations par peur. La peur, émotion universelle. Qu'est-ce qui se cache derrière les peurs ? On part pour une deuxième nuit d'observation à la caméra thermique. Tout comme la marche rend les discussions plus fluides, la nuit offre cet espace, celui de la confidence. Ma mère est anglaise, mon père est suisse. J'adore l'Espagne, je me sens très bien en Espagne, comme si j'étais chez moi. On se pose la question si j'ai pas des origines espagnoles, mais on ne le sait pas pour l'instant. Parce que mon grand-père maternel était très foncé de peau, les cheveux très noirs. Puis il y a une histoire, mais je ne sais pas comment on peut la vérifier, que les ancêtres de mon grand-père seraient des Espagnols qui seraient échoués sur les îles anglaises ou Irlande, quoi. Puis, donc voilà. Okay. Mais c'est surprenant, hein. Mon grand-père, il est vraiment très basané, très foncé, quoi. Ça, c'est surprenant pour un Anglais. Oh, une étoile filante. Ah, elle était magnifique. Ah, ça fait un vœu. Ouais. Ça y est. Je suis sûre que vous savez pas ce que j'ai demandé. J'ai un sanglier filant. Faut bien qu'on mange. Ah, tu veux faire le petit bon.
Comment mange Jean-Marc Landry? Jeudi 29 juillet. Le jour 4, celui de tous les rebondissements. Jean-Marc reçoit un coup de fil qui l'alerte que le veau disparu vient d'être retrouvé mort. Il doit se rendre sur le lieu de l'attaque pour prendre des photos et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il est épuisé, mais il continue, coûte que coûte. Je me dis qu'il faut être profondément amoureux de son métier pour agir ainsi. En même temps, on passe une grande partie de notre temps à travailler pour vivre. Quand ce travail nous enrichit autrement que financièrement, quelle chance! De pouvoir trouver du sens dans ce qui devient notre gagne-pain, quelle joie! C'est les tirs des franchement. Est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Tu peux enlever les essuie-glaces ou c'est... C'est quand je suis stressé, je mets les essuie-glaces. pour chasser les mauvais esprits. Une fois en voiture, on le suit vers le lieu où le veau a été retrouvé. Il avait prévenu qu'il roulerait vite. Il tient parole. Il nous distancie progressivement. Jusqu'au moment où il faut se rendre à l'évidence. On l'a perdu. Et aucun réseau téléphonique pour le retrouver. C'est la fin de l'aventure. On se quitte sans se dire au revoir. On ne devait pas en voir plus, c'est sans doute mieux ainsi. Ça, c'est tout ce qui traverse mon esprit, la gorge serrée. Ne pas se dire au revoir après une pareille aventure. Je ne m'y résous pas. Alors je commence à fouiller les audios enregistrés et je saisis le nom d'une ferme et d'un hameau. On reprend la route vers l'endroit le plus proche où trouver une carte de la région. Une enquête dans l'enquête. De fil en aiguille, on finit par le croiser dans son duster blanc. J'ai envie de sortir de la voiture et danser de joie. Mais au lieu de ça, on se salue par la vitre et il nous dit de le suivre sur le lieu de l'attaque où nous attendent ces deux stagiaires. 2 heures de pistage pour le retrouver. Là, mais celui-là, c'est allé plus loin. Voilà, mais c'est lourd. Ouais, ça c'est... Ça, à part le loup, il n'y a personne qui fait. Ça, on le fait. Putain. Ah, ils l'ont torché. Puis tu vois, ce qui est typique, ce que je disais, c'est cette peau qui est retournée en chaussettes, là, tu vois. Ah, ça, c'est Propre. typique. Oui, parce qu'en fait, tu vois, là ils ont bouffé le tibia là, de la patte, là, je pense avec le tibia, et en fait, ils vont avec les carnassières. Et puis ils rongent, ils arrachent la viande dessus, avec la carnassière. Puis avec la joue, en fait, ils poussent la peau. Donc ils vont sous la peau. Tu sais, tu ronges, tac, 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 tac. Puis en fait, c'est pour ça que ça te fait cette caractéristique de truc en chaussettes. Alors au départ, on connaissait ça sur le lynx, sur les proies de lynx, le chevreuil et le chamois. Mais ça, c'est vraiment une caractéristique. Et tu vois, tu as la peau qui est vraiment toute propre. Ça, c'est avec leurs joues. Ouais, ça c'est... T'as vu, il n'y a que ça comme cuir hein, qui reste. Hein. C'est super bizarre, ils ont tout. Enfin, Ils ont tout bouffé, là. ils se sont amusés à bouffer tout. Ou il y a des transports de bouffe. Là, c'est ce qu'on va voir sur les pieds justement. Je m'appelle Jean-Marc Landry, je suis biologiste avec une formation en éthologie, c'est-à-dire que j'étudie le comportement animal. Et je suis jurassien, je viens de cette chaîne de montagne, j'y suis très attaché. Et depuis plus de 20 ans, je travaille sur la protection des troupeaux. C'est-à-dire mon rôle, c'est d'arriver à trouver des solutions pour que l'homme et les loups arrivent à cohabiter. Donc j'étudie les troupeaux, les loups et les moyens de protection. Alors Diplomate Garou, ça me fait penser au bouquin de Baptiste, bien sûr, Les Diplomates. Alors, je ne sais pas si c'est lui, je ne me rappelle plus s'il m'appelle Diplomate Garou, parce que Garou, c'est aussi cet homme qui se transforme, hein, ça va de Gerwolf, de l'homme Garou en fait. Mais
Voilà, un peu dans sa bouche ou dans son écriture, ça veut dire qu'il y a des gens qui essayent de faire le lien justement entre les hommes et en fait les animaux, la nature. Faire ce lien-là, on a perdu cette connexion en fait entre ces deux mondes. Parce que l'homme, depuis les néolithiques, petit à petit s'est détaché de son environnement. Il peut travailler hors de son environnement, il est moins influencé par son environnement. Et en fait, le rôle des diplomates, je pense, c'est de trouver des ponts entre l'homme et la nature, montrer que c'est pareil, et puis essayer de trouver des voies de cohabitation, ce que j'appelle la voie du milieu. On est partout. Et puis on a décidé de ce qui était utile et inutile pour l'homme, puis on supprime ce qui est inutile, puis on garde ce qui est utile. Et je pense qu'aujourd'hui, le loup a ce message à nous donner en disant moi je viens sur ton territoire, quelle place tu me laisses à quelque part. Et le fait qu'il nous parle de ça, ça nous envoie une réflexion de dire mais en fait quelle place on laisse aux papillons, aux insectes, à l'herbe, aux cerfs, aux chamois, toutes les autres espèces, parce que nous on veut tout gérer. Donc pour moi c'est une vraie question. Là je me bats pour justement qu'il y ait une cohabitation entre la nature et l'homme. Je pense que c'est ma mission de vie. Donc je trouve que dans le champ des possibles, dans notre société, on limite les gens. On les conditionne par plein de choses, par la télé, par les médias, par l'école, tout ça. Puis on te bride, quoi, pour dire qu'il n'y a pas de champ possible. Tu vois. Et moi, ça me rend très triste. Donc, quand je suis dans un paysage jurassien, avec le soleil, quand je vois ça, tout est possible. Je vois aucune frontière. Je vois plus de territoire, je vois que des champs possibles. Donc, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime le métier que je fais. C'est la fin du périple. On a vécu un tourbillon d'émotions. On a appris beaucoup sur les loups, sur le milieu pastoral. On a rencontré des poètes et des poétesses. On dit au revoir à Jean-Marc, le cœur lourd. On sent le stress dont il est chargé avec ce contexte sensible. Son métier a un sens précieux. Il tente d'entretenir un dialogue pour éviter la fracture. Être un diplomate garou demande une force sauvage et domestique à la fois. C'est le sens même de la diplomatie, avoir la capacité d'être plié en deux. On lui souhaite de tenir comme le roseau, ne jamais céder. On se questionne sur la capacité de l'animal humain à partager son territoire, à être ouvert à l'autre, à accepter sa part de sensible. Tu en penses quoi, toi ? Qu'est-ce qu'il y a de sauvage en toi ? As-tu peur ? Qui te guide ?